première news dont on avait déjà parlé le début, ça concerne, elle est moins visible, il n'y a rien à dire visuellement sur celle-là. C'est Donc plus on une revient annonce. côté Copilot Studio quand même, C'est juste ça. pour Donc, préciser. on va parler. On revient sur Microsoft un petit Ok. peu dans cette émission. Et donc du coup, globalement, le sujet, on en parlait, c'est l'IA Claude. On avait dit elle commençait à arriver chez Microsoft il y a un petit moment. On commençait à la Tout à voir fait. sur activation, désactivation, qui avait le petit souci d'être exécuté. Chez Claude. Voilà. C'était un petit souci dans le monde pro. C'était un mignon À la jouet. différence de Copilot qui est dans votre tenant M365, le partenariat avec Claude jusque-là de Claude for Copilot, avec maintenant un logo différent, je crois carrément, il me semble. Il y a un non, agent c'est- à part. il y a un agent à part part. entière. Bah, ça appelle chez Claude. C'est ça. Et donc là, le sujet maintenant, c'est qu'ils ont fait le gros mot technique, ils ont fait des subprocessors. En gros, globalement, ils ont comme la version de GPT qui est le cœur de Copilot aujourd'hui. Il y a cette version Claude, donc Opus et Sonnet 4.5, qui existe à l'intérieur du tenant de chaque entreprise et de chaque client. Okay. Et pourquoi c'est important ? Parce que Ça a été exprimé comme ça ou oui, ce que tu comprends ? clairement. C'est simple et efficace. Ils l'ont annoncé le 7 janvier et c'est en relaunch. Donc on a vraiment Claude dans Azure maintenant. C'est ça. En tout cas, dans tous l'écosystèmes M365. Avec le même niveau de sécurité du coup que ce qu'on a aujourd'hui avec OpenAI, avec Copilot, en disant attention, on ne balance pas les données côté... Et pourquoi Claude ? Et pourquoi pas un autre ? C'est pas qu'une question de copains, c'est une question, c'est que bien sûr, dans Azure, on a 11 000 modèles. Voilà, on pourrait se dire, très bien. Pourquoi celui-là ? Parce que c'est le complément. Aujourd'hui, Copilot est pensé GPT-like. Et il lui fallait un complément pour tout ce que GPT n'a pas été fait. Un peu comme chaque être humain a ses forces et ses faiblesses, chaque modèle d'IA a ses forces et ses faiblesses, il n'y en a pas une magique. C'est clair. GPT, c'est l'expert de faire du RAG sur de la data et de vous faire des synthèses, des résumés, des comptes rendus, de la recherche approfondie. C'est son job. Mais il va prendre une question, un sujet, une thématique, un peu échanger avec vous dessus, pour faire cette recherche. On a toujours dit, en raccourci, moi je trouve que c'est un très raccourci réducteur, Claude, c'est l'IA du développeur. C'est l'IA qui sait coder. La question à se poser, c'est pourquoi c'est l'IA du développeur et donc pourquoi elle est intéressante dans l'écosystème Microsoft. C'est qu'elle, on va la considérer déterministe. On raconte tous les gens qui ont parfois suivi des formations IA en entreprise, on leur a toujours dit ChatGPT, c'est comme ton collègue à la machine à café, tu lui poses 3 fois la même question, normalement, au bout de la 3e, 4e fois, il répète pas la même chose. Voire dès la première, si t'es tôt le matin. C'est un peu la même avec ChatGPT. Claude, question, réponse, toujours identique. Il est déterministe. Donc ça, déjà, ça peut être très intéressant. Il va avoir d'autres compétences d'analyse, il sait faire chose, mais lui, il va être déterministe. Donc déjà ça, quand on veut commencer à faire des solutions pro, ça peut être intéressant. Deuxième point, pourquoi on dit que c'est l'IA du développeur ? Là où un GPT, c'est le philosophe de l'IA quand il te répond, qui va te faire une copie digne du bac de philo dans sa façon de te répondre et t'aborder le sujet, mais qui est très intéressante. Claude, lui, c'est la version bac scientifique. C'est-à-dire, il prend ta question et il la découpe en micro-tâches. Et c'est pour ça qu'il devient déterministe. C'est qu'il a une logique de découpage de ta question en tâches. Et pour chacune de ces tâches, il va exécuter de l'IA pour t'apporter une réponse. Et à la fin, il rassemble tout. Donc, en limite, c'est comme s'il faisait du sous-agent à l'intérieur même de lui-même. Donc, forcément, quand tu vas commencer à travailler sur des flux, sur des process, quand tu vas lui mettre un prompt qui décrit des étapes à suivre, on se rend compte que GPT, suivre des étapes, le prompt, il faut être solide. Il faut vraiment lui dire, tu es à l'étape machin, tu dois aller à l'étape truc. Enfin, tu peux pas lui dire, 1.1, 1.2, 1.3, il n'y arrive pas. C'est compliqué. Claude aussi donc, va apporter ce déterminisme et cette capacité à suivre vraiment et exécuter des plans d'action et des étapes. Et c'est pour ça, en fait, en vrai, dans le raccourci, c'est un développeur. Parce qu'il sait découper des tâches et les exécuter toujours de façon efficace et efficiente. Et tu as un autre point à noter aussi sur l'intérêt pour Claude sur le marché. C'est Anthropic a monté Claude en voulant proposer une IA générale plus éthique. Oui. Et du coup, ils ont une transparence beaucoup plus forte. Notamment, les prompt systems de Claude sont régulièrement publiés. Alors qu'on pourrait dire, ils l'ont donné, on va les hacker. Non, eux, ils disent, on va vous expliquer qu'est-ce qu'on lui a dit comme instruction pour qu'il soit comme ça. Et du coup, il y a une vraie transparence aussi, il y a une volonté un peu éthique de positionner en accord avec le marché. C'est intéressant. Voilà. À noter, Romain, aussi que du coup, dans la lignée de ce que tu dis, donc l'arrivée de Claude, là, côté officiellement tenant Azure, ils ont annoncé l'arrivée des modèles spécialisés santé de Claude dans Foundry. Donc, bien sûr, tout ça est disponible dans Copilot, Copilot Studio, etc.
La news d'après qui est fraîche de cette nuit, globalement. Et qui a été... j'ai hésité à la montrer, j'ai vérifié juste avant, elle est arrivée en preview public, vraiment là. Parce qu'en fait, moi, je l'ai su... on l'a d'ailleurs tous les 3 su cette nuit. Et en fait, c'est un preview public depuis ce matin, donc je me permets d'en parler. À l'intérieur de la plateforme d'automatisation Microsoft, donc de tout ce qui est les flows, hein, et donc plus particulièrement au début dans Agent Flow, qui est l'automate, le Power Automate dans la partie Copilot Studio, il y a une petite rubrique qui vient d'apparaître sous la rubrique MCP. Donc il y avait déjà des connecteurs MCP, donc on rappelle Model Context Protocol. C'est ce qui remplace, on connaît les services web que des développeurs interrogent. La version MCP, c'est une IA, c'est pensé pour que des IA interrogent des catalogues de services et utilisent tous les services de façon efficiente afin de répondre à la problématique posée. Voilà. La grosse news là, c'est qu'il y a une partie MCP à l'intérieur des flux. On va le voir à l'écran. Voilà, qui est là, qui arrive à l'intérieur d'écran. Et cette partie-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que déjà on retrouve les connecteurs sur des bases de données comme Dataverse. On retrouve qui comprend les questions et les traduit en multiples requêtes techniques SQL pour rechercher dans des modèles relationnels compliqués de plusieurs tables, etc. La différence avec la version non MCP qui fait du RAG sur de la data, donc qui est limitée en termes de volume, etc. Là, on va avoir, je génère des requêtes SQL, etc. Mais on a la même, du coup, sur tous les MCP, Outlook, donc on commence à répondre à la petite problématique de tout à l'heure, Outlook, les mails, les agendas, les calendriers, et SharePoint, bientôt, qui aura son MCP. Et le gros truc intéressant, c'est pas juste, je viens de donner des connecteurs à des gens qui font des flows, parce que ça, bon, déjà, ça, c'est cool. Moi, j'apprécie, c'est pratique. C'est l'écran d'après qui est fou, en fait. Tu peux le mettre, s'il te plaît? Voilà, ça, c'est fou. C'est ça, l'écran de paramétrage du connecteur MCP, par exemple, Dataverse. C'est du prompt. Ok. C'est du prompt. Et en plus, pas que du prompt. En haut à droite, il y a input, output, instruction. Donc ça va au-delà. C'est que là même que dans Copilot Studio ou dans un autre agent, je mets un connecteur MCP, il reçoit une instruction globale, il déduit de lui-même comment construire ses requêtes pour obtenir des réponses, il me donne une réponse. Là, le milieu, c'est le prompt system caché. Donc en fait, l'input, c'est toujours ce qu'un serveur MCP a toujours reçu, c'est-à-dire l'IA lui envoie ses instructions. Il a à l'intérieur toute une zone on lui donne du prompt, sauf qu'on rappelle qu'on est en Power Platform, donc là-dedans j'ai du PowerFX, donc je peux écrire des formules, utiliser des variables, du code même si j'ai envie. Donc là j'ai prompt plus code plus vibe code qui reçoit une instruction en entrée, qui va utiliser tout un catalogue MCP derrière, et ensuite me sortir la réponse. Et ça pour tous les connecteurs MCP. Ça, c'est révolutionnaire. Ce qui est intéressant, c'est que ça se rapproche un peu de la philosophie que tu commences à avoir dans les archis, là, si je dis pas de bêtises, quand aujourd'hui tu as l'APIM côté Azure qui pilote. Donc APIM, API Manager. Ouais, l'Azure API Manager qui permet du coup justement de dire en fait j'ai mon MCP qui va appeler l'APIM et tous ses outils derrière. Ou inversement, je ne sais plus dans quelle ordre on le fait. C'est de l'IA sur de l'API management. C'est ça. Et en fait, c'est dire vraiment, c'est l'exposition de mon catalogue d'outils, tu l'as dit, le côté catalogue de services, à un MCP. Et de dire qu'en fait, j'ai plus besoin de me dire, pour de la requête, ce qui est différent de manipuler l'outil. Mais quand je vais avoir des infos dans plein d'outils, en fait, de dire, je vais les exposer via la PIM, et finalement, c'est mon MCP interagit avec la PIM, fait que derrière, j'irai ce qui était le bon outil. Sauf que là, ça va un cran encore plus. Ça, c'est le concept du MCP qu'on a eu il y a 1 an. 1 an après, moi, mais multi-outils. Voilà, c'est la différence via la PIM. Alors, non, et ce qui révolutionne, il y a 1 an, on sait cette émission, on parlait de la sortie du MCP, c'était cette définition. La révolution, c'est que là, c'est pas juste l'input et ensuite il se démerde avec le catalogue. C'est je lui mets des instructions, voire de l'instruction code et technique qui va retravailler en plus ce qui arrive en sortie. Donc c'est complètement fou. Et on va faire très brièvement la dernière news parce qu'elle méritera son émission à part entière, mais je voulais en parler. C'est ce qu'on appelle, tu peux le mettre à l'écran, tu l'as dit le mot, ça m'a fait sourire tout à l'heure, Human in the Loop. Donc le Human in the Loop, on l'a pareil dans ces agents de flow. Qu'est-ce que ça fait? C'est très simple. Arrive une situation, on déclenche, on dit à l'IA, je veux une validation humaine. Donc ça envoie un mail, par exemple. Ça envoie, donc on a des paramètres, ça envoie du texte. Donc voilà, j'ai un peu les gens qui ont l'habitude de faire des outils d'automatisation. J'écris un message, je variabilise des textes, des noms, tout ce qu'on fait quand on envoie un email par automatisme. Par contre, je définis une liste d'inputs et donc du texte, des dates, enfin tout ce que tu veux. Donc je dis à l'user, voici les datas, voici la question que je te pose.
Je peux lui demander oui, non, approuve-moi, ou alors juste carrément donne-moi des champs texte, donne-moi des fichiers, donne-moi des trucs dingues. Et tous ces variables-là, en fait, c'est l'écran d'après, merci. C'est ce que j'ai dans les connecteurs suivants que j'utiliserai dans un flux. J'ai accès à l'intégralité des réponses utilisateurs envoyées à cette réponse. On en parlera un peu plus longtemps dans une autre émission parce que je pense que ça mérite son sujet. Et premier usage qu'en a fait Microsoft et que tu connais déjà et que tu as présenté sans le savoir, Kevin, Computer Use, qui est la partie qui permet de faire de l'interaction humaine et de la prise de contrôle de navigateur ou d'ordinateur. Et quand il est perdu, il pose des questions. C'est ça. Et Microsoft est allé plus loin, c'est qu'ils viennent de nous l'intégrer la semaine dernière dans la partie Computer Use. Ils s'en servent également pour détecter parce qu'on se posait la question, injection de prompt sur un Computer Use. Quelqu'un qui force et qui met un ordinateur dans une situation de provoquer un malveillant. Ou même, tu as une pop-up, bonjour, vous avez été piraté, cliquez là. Un Computer Use, il risque de cliquer. Et ben, ils ont même mis de l'IA responsable qui détecte les comportements malicieux et en milieu d'un Computer Use, il va s'interrompre et dire, il se passe ça, voici la capture d'écran. Qu'est-ce que je fais ? Et ça, on vient de l'avoir aussi en Computer Use. Et j'ai terminé. Eh bien, quel programme